KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps s'élèveront beaucoup de faux prophètes qui séduiront un grand nombre de personnes. Et parmi le développement de l'iniquité, la charité de plusieurs se refroidira. Et l'on verra paraître de faux Christ, en même temps que de faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et montreront de grands signes, au point d'induire en erreur les élus mêmes, si la chose était possible. Chapitre 1er. Olivier Brand, le nouveau député de Croydon, était assis dans son cabinet, les yeux tournés vers la fenêtre, par-dessus son élégante et légère machine à écrire. Sa maison se dressait à l'extrémité de l'une des crêtes des enseignes montagnes du Surrey, maintenant toute entaillée et creusée de tunnels, de telle sorte que, seul désormais, un communiste pouvait y trouver un spectacle un peu réconfortant. Immédiatement, au-dessous de la vaste fenêtre, le sol descendait en pente rapide environ 150 pas, pour aboutir à une haute muraille. Et au-delà, le monde créé par l'homme s'étendait triomphalement à perte de vue. Deux larges voies, enfoncées à 20 pieds sous le niveau du sol, se rencontraient, brusquement, pour former désormais une voie unique. Celle de gauche était la première ligne de Brighton, celle de droite, la ligne de Tonbridge. Chacune d'elles était partagée, sur toute sa longueur, par un mur de ciment. D'un côté, sur des rails d'acier, couraient les tramways électriques, tandis que l'autre était réservé au passage des voitures automobiles, se divisant, à leur tour, en 3 catégories. D'abord les voitures de l'État, dont la vitesse était de 200 km/h. En second lieu, les voitures particulières, qui n'avaient pas le droit d'aller à une vitesse de plus de 100 km/h, et enfin, la ligne nationale populaire, d'une vitesse de 50 km/h, avec des arrêts réguliers de 5 en 5 km. Et c'est de ce côté aussi, parallèlement au parcours des automobiles, que s'allongeaient les 2 voies réservées aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers. Derrière l'énorme espace occupé par ces routes, s'ouvrait une plaine infinie de toits, avec de petites tours, çà et là, pour marquer les édifices publics, depuis le district de Caterham, sur la gauche, jusqu'à Croydon, à peu près en face. Tout cela clair et brillant dans l'atmosphère sans fumée, et plus loin encore, à l'ouest et au nord, les basses collines suburbaines se détachaient sur un ciel bleuâtre d'avril. Ce paysage était singulièrement silencieux, en comparaison du mouvement continu qui le remplissait. À l'exception du frisson bourdonnant des rails d'acier lorsqu'un train passait, et par instants de l'exquise résonance des grands moteurs aériens, on n'entendait dans le cabinet d'Olivier absolument rien d'autre qu'un murmure étouffé et confus qui imprégnait doucement l'air, comme le murmure des abeilles dans un jardin. Olivier, d'instinct, aimait tous les signes de la vie humaine, toutes les traces de travail ou de récréation. Et il regardait dans l'atmosphère transparente avec un sourire vaguement rêveur. Mais bientôt, il serra les lèvres, remit les doigts sur les touches de sa machine à écrire et poursuivit la rédaction du discours qu'il préparait. Il y avait 2 ans que, s'étant marié, le jeune député avait loué à l'État cette petite maison, située très heureusement à tout point de vue. Construite dans un angle de l'une de ces vastes toiles d'araignée que recouvrait à présent tout le pays, elle était assez voisine de Londres pour ne lui coûter que fort peu, car toutes les personnes riches s'étaient retirées au moins à 100 km du cœur affairé de l'Angleterre, et cependant, elle était aussi calme qu'il pouvait la désirer. D'un côté,
Olivier se trouvait à 10 minutes du Parlement, de l'autre à 20 minutes de la mer. Et l'arrondissement électoral qu'il représentait s'étalait devant lui comme une carte ouverte. Sans compter que, en 5 minutes de plus, il pouvait se transporter à la grande station terminus de Londres, où il avait à sa disposition les premières lignes d'État allant dans tous les sens. Pour un homme politique de fortune modeste, et souvent appelé, comme il l'était à parler à Édimbourg tel lundi et à Marseille le lendemain mardi, il était aussi commodément logé que personne peut être de sa condition. C'était un homme de figure éminemment agréable et sympathique, à peine âgé d'une trentaine d'années, les cheveux noirs, coupés de près, les yeux bleus, petits, mais d'une expression à la fois virile et attirante, la peau blanche et fine. Ce jour-là en particulier, il paraissait extrêmement satisfait de soi-même et de toute chose. Ses lèvres remuaient légèrement pendant qu'il écrivait, ses yeux frémissaient d'excitation, et souvent il s'arrêtait de nouveau pour considérer distraitement la perspective qui s'ouvrait devant lui. On frappa à la porte. Un homme, d'âge moyen, entra, portant une liasse de papiers, déposa les papiers sur la table sans dire un mot et fit mine de vouloir s'éloigner. Mais Olivier, d'un signe, l'invita à rester. « Eh bien, monsieur Philippe ?»« Il y a des nouvelles de Lorient, monsieur, » dit le secrétaire. Olivier posa la main sur les papiers. « Un message complet ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. La communication s'est interrompue, une fois de plus. Mais le nom de Felsenbourg est encore mentionné. » D'un geste rapide, Olivier souleva la lourde liasse de feuilles imprimées et se mit à les parcourir. « La 4e feuille, monsieur, » dit le secrétaire. Olivier secoua la tête d'un geste d'impatience, et M. Phillips, comprenant le désir de son chef, se hâta de sortir. La 4e feuille du courrier, imprimée en rouge sur papier vert, sembla absorber profondément l'attention d'Olivier, car il la relut 2 ou 3 fois, adossé dans son fauteuil. Puis il soupira, puis de nouveau regarda vers la fenêtre. Tout à coup, la porte se rouvrit, et une grande et svelte jeune femme apparut. « Eh bien, mon chéri ?» demanda-t-elle. Mais Olivier haussa les épaules d'un air mécontent. « Rien encore de définitif, » répondit-il. « D'ailleurs, écoute ceci. » Il reprit la feuille verte et commença de la lire tout haut, pendant que la jeune femme s'asseyait sur le rebord de la fenêtre auprès de lui. C'était vraiment une créature charmante, cette jeune femme, avec des yeux gris sérieux et ardents, des lèvres rouges pleines de santé, et un port de tête et d'épaules infiniment gracieux. Elle avait traversé lentement la pièce, et maintenant venait de s'asseoir, dans son ample robe brune, avec une attitude à la fois toute simple, délicate et noble. Et les yeux étincelants de curiosité, elle écoutait la dépêche que lisait son mari. Irkoutsk, 14 avril. Hier, comme les jours passés. Mais, bruit d'une défection du parti suffite. Les troupes continuent se rassembler. Felsenbourg a parlé devant foule Tongouz. Avant-hier, attentat anarchiste contre le Lama. Felsenbourg parti pour Moscou. Il veut... Voilà, et puis rien d'autre, ajouta Olivier d'un ton très ennuyé. La communication s'est de nouveau interrompue. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce Felsenbourg ? Interrogea la jeune femme. Ah, ma chère enfant, voilà ce que le monde entier est en train de se demander. On ne sait rien de lui jusqu'à présent, si ce n'est que, au dernier moment, il a été admis à faire partie de la délégation américaine envoyée en Orient. Le Herald a bien publié sa biographie l'autre jour, mais tous les faits que contenait l'article ont été démentis. Ce qui est sûr, c'est que Felsenbourg n'est encore qu'un tout jeune homme et qui a vécu dans une obscurité complète jusqu'à présent. En tout cas, le voici bien sorti de son obscurité, observa la jeune femme. Oh certes, on dirait vraiment que c'est lui qui dirige toute l'affaire. Jamais les dépêches ne font mention des autres. Quel bonheur au moins qu'il soit du bon parti.
Mais toi, que penses-tu de tout cela ? Olivier, qui avait tenu les yeux fixés sur elle, détourna son regard vers l'horizon. « Je pense que tout va dépendre de ces jours prochains, » répondit-il. Il n'est point douteux que depuis 5 ans déjà, l'Orient s'est préparé à attaquer l'Europe. L'intervention de l'Amérique seule l'a retenu. Et voici maintenant une dernière tentative pour l'arrêter. Mais pourquoi est-ce que Felsenburgh, qui se trouve à la tête de l'entreprise nouvelle... Il s'interrompit un moment, puis reprit. Assurément, ce doit être un linguiste extraordinaire. Voici peut-être la 10e nation devant laquelle il parle. En vérité, je me demande qui cela peut bien être. N'a-t-il pas un prénom ? Julien, je crois. L'un des messages l'appelait ainsi. Et que fait le gouvernement ? Au travail nuit et jour, ici comme dans le reste de l'Europe. Si la guerre se produit, ce sera une catastrophe effroyable. Vois-tu quelque chance qu'elle soit évitée ? Des chances, répondit lentement Olivier. J'en vois 2. L'une, c'est que l'Orient ait décidément peur de l'Amérique. L'autre, c'est qu'on puisse le persuader de se tenir tranquille par humanité. Car enfin, si ces peuples d'Orient parvenaient à comprendre que la coopération est l'unique espoir du monde, mais avec ces maudites religions dont ils ont l'esprit saturé, la jeune femme soupira, et se détournant aussi, considéra la vaste étendue de toit sous la fenêtre. En effet, la situation était infiniment sérieuse. Cet énorme empire d'Orient, consistant en une fédération de nombreux États sous le pouvoir du Fils du ciel, rendu plus solide encore par la fusion récente des dynasties japonaises et chinoises, n'avait point cessé de consolider ses forces et de prendre conscience de son pouvoir durant les 35 années dernières, depuis le jour surtout où il avait mis ses maigres mains jaunes sur l'Australie et l'Inde. Et pendant que le reste du monde apprenait à se pénétrer de l'inanité de la guerre, la race d'Orient n'avait pensé qu'à la guerre. On pouvait s'attendre maintenant à voir toutes les civilisations des siècles passés replongées une fois de plus dans le chaos. Pour Olivier, cette perspective d'avenir était littéralement affolante. Tandis qu'il regardait par sa fenêtre et voyait s'étaler paisiblement devant lui l'immensité de Londres, tandis que son imagination parcourait l'Europe, et partout y découvrait la même victoire définitive du sens commun et du fait sur les fables insensées du christianisme, la pensée lui semblait intolérable de la simple possibilité que tout cela fût de nouveau balayé, remplacé par le tourbillon barbare des sectes et des dogmes. Car tel était le résultat certain d'une intervention de l'Orient en Europe. Le catholicisme lui-même revivrait, se disait Olivier. Cette religion singulière qui avait brillé d'un nouvel éclat autant de fois que la persécution avait été sur le point de l'éteindre, et entre toutes les formes de religion, le catholicisme était, aux yeux d'Olivier, la plus grotesque et la plus avilissante. Très loyalement, il s'effrayait de cette perspective, bien plus encore que de l'effusion de sang qui inonderait l'Europe si l'Empire d'Orient réalisait son projet. Comme il l'avait dit 20 fois à Mabel, il ne gardait qu'un espoir, au point de vue religieux, c'était que le panthéisme quiétiste, qui pendant tout le XXe siècle avait fait des pas de géant aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest, parvint un jour à réfréner la frénésie mystique qui animait les fraternités orientales. Aussi bien le panthéisme était-il sa propre foi. Pour lui, Dieu était la somme, toujours en développement, de la vie créée, et l'unité personnelle de chaque individu formait un élément de cet être divin. D'où il concluait que les rivalités individuelles étaient la plus grande des hérésies, et le plus grand obstacle à tout progrès. Celui-ci ne pouvant résulter que de la fusion des individus dans la famille, de la famille dans l'État, et des États particuliers dans le grand État universel. Et cependant, Olivier et sa femme, ils s'étaient soumis à ce contrat à terme qui était désormais le seul mariage reconnu par l'État. Ces 2 jeunes gens
était bien éloigné de l'épaisse sottise qui constituait le lot ordinaire des matérialistes purs. Le monde, pour eux, vibrait d'une vie d'ensemble très ardente, qui s'épanouissait dans la fleur, dans l'animal et dans l'homme. Le roman et la poésie de ce monde, pour être compréhensibles, ne leur en paraissaient pas moins admirables. Et d'ailleurs, ce monde qui n'était point sans comporter des mystères qui séduisaient plutôt qu'il ne déconcertait, car il déployait des beautés nouvelles à chacune des découvertes que faisaient les hommes. Mais l'unique condition de l'édification et du progrès de la Jérusalem nouvelle, sur la planète qui se trouvait être la résidence de l'homme, c'était la paix, et non cette épée que le Christ, autrefois, s'était vanté d'apporter. C'était une paix qui jaillissait de la raison, au lieu de la dépasser. Une paix fondée sur la nation que l'homme était tout, et ne pouvait se développer que par son union avec les autres hommes. C'était une paix qui jaillissait de la raison, au lieu de la dépasser, une paix fondée sur la notion que l'homme était tout, et ne pouvait se développer que par son union avec les autres hommes. Si bien que, à Olivier et à sa femme, le XXe siècle apparaissait comme une véritable révélation. Peu à peu, les superstitions anciennes étaient mortes et une lumière nouvelle s'était répandue. L'esprit du monde s'était élevé, le soleil avait illuminé l'humanité, et maintenant, ils éprouvaient un mélange d'horreur et d'effroi à voir les nuées se rassembler du côté de cet Orient où toujours toute superstition avait eu son berceau. Ma belle se leva et mit sa main sur l'épaule de son mari. « Mon bien-aimé, lui dit-elle, il ne faut pas que tu te laisses abattre. Cet orage peut passer comme les précédents. Eh, n'est-ce pas? C'est déjà beaucoup que l'Orient consente à écouter les Américains. Et puis tu dis toi-même que ce monsieur Felsenburg semble être du bon parti. » Sans lui répondre, Olivier lui prit la main et la baisa tendrement. Au déjeuner, une demi-heure après, Olivier parut singulièrement mal à l'aise. Et c'est de quoi sa mère, une vieille dame de près de 80 ans, se rendit compte aussitôt, sans doute car après un coup d'œil jeté sur lui et un simple mot de bonjour, elle retomba dans le silence. C'était cependant une bien agréable chambre, cette salle à manger, toute voisine du cabinet d'Olivier et meublée, suivant l'usage universel, dans des tons vert clair. Ses fenêtres donnaient sur un minuscule jardin derrière la maison et sur la haute muraille tapissée de lierre qui servait d'enclos à la propriété. Les meubles, eux aussi, étaient du type habituel. Une table ronde, assez grande, se dressait au milieu, entourée de 3 hauts fauteuils, pourvus des angles et des coussins les mieux adaptés aux convenances du corps. Et au centre de la table, un piédestal, pareil à une large colonne ronde, supportait les plats. Il y avait plus de 30 ans déjà que, dans toutes les maisons, la coutume s'était établie de placer la salle à manger au-dessus de la cuisine et de monter ou de descendre les plats au moyen d'un appareil hydraulique qui aboutissait au centre de la table des repas. Quant au plancher, il était revêtu tout entier de la préparation en liège absesto, inventée en Amérique, étouffant le bruit, plaisante à la fois pour les pas et pour les yeux. Quant au plancher, il était revêtu tout entier de la préparation en liège absestos, inventée en Amérique, étouffant le bruit, plaisante à la fois pour les pas et pour les yeux. Ce fut ma belle qui rompit le silence. « Et ton discours de demain ?» demanda-t-elle à son mari. Cette question parut ranimer un peu Olivier et le remettre en train. Le fait est que Birmingham commençait à s'agiter. On se reprenait à réclamer, une fois de plus, le libre-échange avec l'Amérique, faute de pouvoir trouver en Europe des débouchés suffisants. Et c'est Olivier que le gouvernement avait chargé de calmer ses aspirations mécontentes. Il se proposait de dire aux gens de Birmingham que, en tout cas, leur agitation resterait forcément vaine jusqu'au jour où l'affaire de l'Orient se trouverait réglée. Mais on lui avait permis d'ajouter que le gouvernement était tout à fait partisan du retour prochain au libre-échange, à eux de prendre patience et de rester calmes en attendant. « Ces gens sont stupides », déclara-t-il d'un ton fâché. « Stupides et d'un égoïsme sans bornes.
Ils sont pareils à des enfants qui pleurent et crient pour manger, tout en sachant que leur dîner viendra dans quelques instants. Et tu leur diras cela ? Qu'ils sont stupides ? Certainement. Mabel considéra son mari avec un sourire charmé. Elle savait fort bien que la popularité d'Olivier reposait surtout sur ses habitudes de franchise. Car rien ne plaît tant aux masses que d'être grondé, injurié, par un homme intelligent, courageux et doué d'un pouvoir magnétique d'éloquence. Elle-même, d'ailleurs, n'aimait rien autant chez son mari. « Et comment iras-tu » lui demanda-t-elle. « Par l'aérien. Je prendrai celui de 18h à Blackfriars. La séance est à 19h et je serai de retour à 21h. » Après quoi, il se remit vigoureusement à manger, et sa mère, rassurée, le regardait avec son patient et affectueux sourire de vieille femme. Mabel, ayant fini son déjeuner, tambourinait doucement sur la nappe de ses doigts sveltes et légers. « À toi de finir, mon chéri, » dit-elle, « car il faut que je sois à Brighton dès 3h. » Olivier avala précipitamment sa dernière bouchée, posa son assiette sur la plateforme du milieu de la table, puis, ayant constaté que plat et assiette s'y trouvaient tout installés, pressa un ressort. Aussitôt, sans le moindre bruit, la plateforme disparut. La vieille Madame Brand était une personne d'apparence saine et vigoureuse, toute rose par-dessus ses rides et ayant sur la tête une résille comme les femmes en portaient 50 ans auparavant. Mais on sentait que ce jour-là, une inquiétude ou un chagrin troublait sa bonne humeur ordinaire. Ce fut elle qui la première se leva et sortit de la salle à manger. « Sais-tu si maman a quelque chose ?» demanda Olivier. « Oh !» répondit Mabel. « C'est toujours l'affaire de ces viandes artificielles. La pauvre femme ne peut s'y habituer. Elle croit que nous allons en être tous malades. »« Et rien d'autre ?»« Non, mon chéri, je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre. Elle n'aurait point manqué de m'en parler, s'il y avait eu quelque chose. » Quelques instants après, la jeune femme sortit, à son tour, et Olivier la suivit des yeux jusqu'à la grille du jardin. Il avait été un peu troublé, 2 ou 3 fois, les jours passés, par quelques paroles étranges qui avaient échappé à sa mère. Celle-ci, dans sa première enfance, avait reçu une éducation chrétienne, et son fils avait parfois l'impression que des traces de cette influence de jadis se réveillaient en elle. C'est ainsi qu'elle avait déterré parmi ses vieux livres un certain « Jardin de l'âme ». Et souvent elle se plaisait à le lire, tout en protestant qu'elle n'attachait aucune importance à son contenu. N'importe, Olivier aurait préféré qu'elle brûlât ce mauvais livre, car il savait que la superstition est chose tenace, et fort capable de reprendre possession d'un cerveau affaibli. Le christianisme, d'après lui, était une croyance à la fois barbare, à cause de la ridicule impossibilité de ses dogmes, et stupide et triste et ennuyeuse, à cause de la façon dont elle s'écartait du courant joyeux de la vie humaine. Mais il savait que cette misérable croyance survivait encore, çà et là, dans de petites églises sombres. Il se rappelait le mélange de dégoût et d'horreur qu'il avait éprouvé, un jour, en assistant à une cérémonie dans la cathédrale catholique de Westminster. Quelle honte si à présent sa propre mère se mettait à regarder avec faveur ces folies dégradantes. Quant à lui, Olivier, aussi loin qu'il pouvait se rappeler ses opinions politiques, toujours il avait été violemment opposé aux concessions que l'on avait cru devoir accorder à Rome et à l'Irlande. Toujours il avait estimé intolérable que cette ville et ce pays fussent laissés à la disposition des sectateurs d'un culte aussi insensé et aussi malfaisant. Il considérait Rome et l'Irlande comme des serres chaudes de sédition, en même temps que comme des taches de lèpre sur la face de l'humanité. Jamais il n'avait pu se mettre d'accord avec ceux qui prétendaient qu'il valait mieux que tout le poison de l'Occident se trouvât concentré en 2 endroits, au lieu de continuer à être répandu dans l'Europe entière. Et cependant, c'est cette dernière opinion qui avait prévalu. Rome avait été livrée entièrement aux vieillards blancs, en échange de toutes les cathédrales et églises monumentales de l'Italie. Et Olivier s'indignait de penser que les ténèbres du Moyen-Âge régnaient, aussi épaisses que jamais, dans l'ancienne capitale du monde. Pour ce qui était de l'Irlande, cette nation, 30 ans auparavant, aussitôt qu'elle avait obtenu son Home Rule, s'était déclarée catholique, et du même coup
avait ouvertement rejeté toute institution communiste. L'Angleterre avait consenti en souriant à cette révolution irlandaise, trop heureuse d'être délivrée elle-même d'agitations possibles par le départ immédiat pour l'Irlande d'une bonne moitié de sa population catholique. Et maintenant, toutes sortes de choses grotesques se produisaient de nouveau dans l'île catholique. L'autre jour encore, Olivier, avec un plaisir amer, avait lu la nouvelle d'apparition, dans un village irlandais, d'une dame en bleu et d'hôtels édifiés à l'endroit où s'étaient posés les pieds de ce fantôme. Mais la cession de Rome au pape l'indignait bien plus vivement encore, car il sentait que le transfert à Turin du gouvernement italien avait privé celui-ci d'une grosse part de son prestige, tandis que la vieille folie religieuse se trouvait auréolée de tous les souvenirs historiques associés à l'idée de Rome. Sa seule consolation était de se dire qu'une telle situation ne pouvait plus durer bien longtemps, et que déjà une foule d'hommes politiques et de journalistes, dans toutes les parties du monde, commençait à proclamer la nécessité d'y mettre fin. Rentré dans son cabinet, Olivier se tint debout quelques minutes à la fenêtre, s'enivrant de la glorieuse vision de solides raisons qui se déroulaient sous ses yeux. Il considérait le développement infini des toits, les énormes voûtes vitrées des bains et gymnases publics, les dômes des écoles où chaque matin la jeunesse s'instruisait des devoirs et des droits de l'État citoyen, et les quelques flèches, même des églises, ne parvenaient point à distraire sa vue de la vivante grandeur du spectacle environnant. Il songeait à cette ruche infinie d'hommes et de femmes qui, remplissant l'espace ouvert devant lui, avaient enfin appris pour toujours les principes de l'Évangile nouveau, à savoir qu'il n'y avait d'autre Dieu que l'homme, d'autres prêtres que les chefs d'État, ni d'autres prophètes que les maîtres d'école. Et c'est d'un cœur tout réchauffé qu'il se remit à la rédaction de son discours de Birmingham. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.